Bonjour à tous pour ce nouveau face-à-face. Ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas pu vous proposer un face-à-face avec une personne grande et pourtant si méconnue en France. Vous allez voir qu'il s'agit d'une personne qui a été pionnière dans le paddle il y a pas mal d'années maintenant. Évidemment, Patrick Thomas, qui est aujourd'hui à Miami. On va lui demander de se joindre à nous. Et vous allez voir, on a plein de questions à lui poser. N'hésitez pas à être actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puisque il se fait rare. C'est l'ancien coach d'une grande japonaise. On reviendra évidemment sur son palmarès au niveau tennis. Et puis on parlera paddle, notamment aux États-Unis, à Miami, et ses débuts dans le paddle en France. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire avec Patrick. Bonjour à tous. Allez, Patrick, si tu es là, c'est le moment de te joindre à nous. Bonjour à tous. Allez, on va demander à Patrick de se connecter à nous. Et puis, pour l'instant, il n'est toujours pas là. Alors, on vous le rappelle, Patrick Thomas, qui est une personnalité du monde du paddle, puisque il a lancé le paddle avec d'autres dans les années 90. Il a joué pour l'équipe de France. Il a un grand palmarès. Et puis, il a également et surtout entraîné dans le milieu du tennis. Je vais demander à Patrick de se joindre à nous parce que pour l'instant, il n'est toujours pas là, tandis que vous êtes plusieurs à nous rejoindre. Bonjour à tous. Si vous avez quelques questions à lui poser, c'est le moment. C'est un joueur et un coach connu dans le milieu du tennis, connu dans le milieu du paddle. Et il fait partie de ceux avec Nale Granda, entre autres, qui ont initié, et puis je pense le paddle il y a dans les années 90, 2000. Allez, c'est parti Patrick, on est toujours là, on est en attente. Bonjour à tous. Voilà, Patrick qu'on attend toujours. Patrick, c'est le moment. Mets à jour la page. Donc voilà, donc allez, on va demander à Patrick de se joindre à nous. Patrick qui aujourd'hui habite à Miami, il a son académie de tennis, il est également sur plusieurs projets de paddle. C'était beaucoup de questions qu'on allait lui poser à ce niveau-là. Pour l'instant, on attend toujours Patrick, toujours pas là. Alors, il est là, mais il s'est trompé. On va Allez Patrick, on est toujours là. Que tu mettes ton compte officiel, celui que tu souhaites promouvoir. N'hésite pas. Bonjour à Manu, bonjour à André, bonjour à tous. Allez, allez Patrick, on sait que tu peux y arriver. Si, absolument, mascotte qui attend Patrick. Effectivement, on l'attend. Je crois qu'il a un petit souci avec son compte, on l'attend toujours. Alors n'hésitez pas peut-être à lui poser quelques questions pour ceux qui le connaissent. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le connaissez. Si vous le connaissez, c'est le moment de nous préparer quelques questions. On va vous donner peut-être une petite vidéo de tennis d'abord, puisqu'il y a encore un an, il était le coach d'une grande joueuse que vous allez reconnaître de tennis. Allez, vous le voyez à l'écran. Une joueuse qui a remporté 2 grands chelems. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui Naomi est au top. Et on dit d'elle qu'elle pourrait être une numéro 1 mondiale pendant très très longtemps, la future Federer peut-être du tennis. Allez, tandis que Patrick, ça y est, enfin, il est là. On va se connecter à lui. Voilà. On va se connecter à lui, ça y est. Alléluia. Je suis Ah ben vraiment voilà, désolé. ça y est Patrick, ça y Coucou. est. Désolé à tous, désolé. Merci Franck pour tes conseils par rapport à. J'étais sur l'autre compte, désolé. Non, il y a pas de problème, Patrick. Bah alors, d'abord, bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour à Chablik et bonjour à Julien Selay.
si vous êtes, si vous connaissez Patrick, c'est le moment hein, de nous le dire. Je sais que vous êtes quelques-uns à nous avoir, mais Patrick, vous nous dites grand joueur, mais on se souvient pas, on connaît les actuels joueurs de paddle d'aujourd'hui, évidemment, mais on a oublié une chose, cher Patrick, c'est que le paddle existait avant l'arrivée de tous ces champions de paddle français qu'on connaît aujourd'hui, non? Ah oui, ça fait. Écoute, j'ai connu le padel en 1993, donc certains m'appelleraient le dinosaure du padel. Le dinosaure, absolument. Alors, justement, je voulais qu'on parle d'abord de toi. Avant de parler de tes débuts dans le paddle, juste qu'on dise quand même à ceux qui nous écoutent euh, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, où tu es. Et après, ensuite, évidemment, on se drivera gentiment vers le paddle et sur tes amours avec ce sport. Alors, ben, je suis bien sûr de France, mais je suis Oui, bien sûr. actuellement sur West Palm Beach en Floride, où Mhm. ça fait à peu près 16 ans que je vis, donc je vis aux États-Unis. Je suis parti en 2004 et je suis donc coach de tennis. J'ai été euh, un des coachs qui a entraîné donc Naomi Osaka, Ouais. voilà, qui était numéro 1 mondial et qui On en reparlera un actuellement. peu plus tard. Voilà. Pendant que tu n'étais pas là, justement, on faisait un petit résumé sur, entre autres, justement, tes performances dans le milieu du tennis en tant que coach. Euh, Aujourd'hui, tu habites à Miami. Tu as également un site internet qui concerne le tennis, puisque tu es avant tout coach de tennis, mais aussi coach de paddle. Comment ça se passe justement à Miami? Alors, ben, écoute, ça fait à peu près quand même maintenant 15 ans que le padel est assez bien placé sur Miami. Essentiellement Miami et Fort Lauderdale avec Jean-Noël Grinda, donc Nalé, qui est quand même un des précurseurs du padel aux États-Unis et en France. Donc, il a actuellement mis en place un club à Wynwood avec 8 cours couverts. En ce moment, donc, on a aussi un projet de faire des cours couverts plus vers Boca Raton. Donc là, Toujours dans la région de Floride, hein, on est d'accord, hein, c'est ton périmètre. toujours en Floride, ouais. D'accord. Alors ça, effectivement, tu nous parles de tes activités en cours pour montrer que tu es toujours à fond dans le paddle plus que jamais. Et Un on passionné. reviendra sur un passionné, on reviendra forcément sur le développement du paddle aux États-Unis plus globalement. Mais maintenant, tu vas passer sur le grill parce que tu nous parlais tout à l'heure de dinosaures. Alors dis-nous pourquoi tu as commencé dans les années 93 et j'ai presque envie de te dire, c'est à ce moment-là que l'aventure du paddle français commence. Oui, alors, bon, moi j'ai entraîné mon frère et puis en 1993, j'ai décidé donc de passer mon brevet d'état à tennis. Donc j'étais vers Lacano Océan. Donc j'étais à l'UCPA pour passer un des tests. Et là, j'ai deux joueurs qui viennent comme ça, Franck Frances et Bernard Frances, donc deux frères, qui étaient à l'époque numéro 1 français, et qui viennent me voir sur le cours et qui me disent, tiens, j'aimerais bien t'initier au padel. Padel, c'est quoi le padel? Je connais pas, je connais que le tennis. Il dit oui, c'est entre le tennis et le squash, viens t'initier. Moi, je n'étais pas du tout intéressé, je suis pas venu. Le lendemain, ils sont revenus, ils ont insisté, ils m'ont dit ben, allez, viens essayer, ça va être super sympa. Et donc, j'ai essayé, et puis finalement, j'ai dit c'est super ce sport, comment ça se fait que ce ne soit pas connu? Et de là, de fil en aiguille, eh bien, ils m'ont présenté le président de la Fédération française de padel, qui était à l'époque Claude Batch, qui a été pour moi un grand pilier, peu importe après ce que l'on peut penser de lui, mais ils m'ont mis sur un piédestal et ils m'ont invité dès le début à des grands événements avec les meilleurs Français. À l'époque, il y avait Laurent Imbert et Ah, il d'autres. y avait Donc, Cédric Carité aussi. Cédric Carité, on a vu, alors un peu plus tard peut-être, et puis on a vu aussi, d'ailleurs, je voulais la montrer parce qu'on a eu un petit peu de mal parce que les vidéos étaient assez lourdes, notamment une vidéo où on voyait que le paddle, alors c'était un peu plus tard, hein, je crois que c'était en 2010, on voyait une vidéo où on parlait de paddle, c'était sur M6. Je vais essayer de vous la montrer, si on peut y arriver. Voilà. Je sais pas si tu vois. oui, 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 je Voilà, vois. et Ouais. on voit Ouais. aujourd'hui des visages
que tu connais très bien. On voit Bien sûr, Alexis Salle, l'actuel Alexis. sélectionneur de toi. Ah ouais, ouais. Ouais. Avec, on voit peut-être que tu connais Laurent Ben Sadoun également juste derrière toi. On a Bien discuté sûr, avec bien sûr, Clarité. bien sûr. Ouais, sur Nice, Cannes, un très bon ami, ben voilà, Nalé, voilà, un des précurseurs qui a fait énormément, non pas qu'en tant que joueur, mais aussi en tant que promoteur, qui fait tout le temps, qui parle tout le temps de bien du padel, qui fait énormément de choses, et aussi bien en France qu'aux États-Unis avec son papa, qui actuellement, on peut le Jean-Noël, revoir. Jean-Noël Grinda, qui a Voilà, pris la suite. Hein, je crois qu'il ouais. est devenu le président ensuite de la Fédération française de paddle. Comment s'est passée cette évolution justement dans le paddle pour toi? Tu te lances en 93 et puis il va y avoir toute une aventure aussi autour du paddle avec certains joueurs qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Comment ça va se passer? Alors, écoute, ben, comme beaucoup, bah, quand j'ai commencé à me rendre compte que, bien sûr, en tant que joueur, je commençais à prendre beaucoup de plaisir, je me suis dit aussi que j'avais envie d'essayer de promouvoir le padel. Et donc, j'ai acheté un cours de padel démontable où moi, comme j'étais plutôt dans la région de Paris, j'ai voulu faire la promotion et donc dans des gros clubs comme le Stade Français, le Paris Country Club. Donc le Aujourd'hui, Paris, ouais, ouais. vas-y. Excuse-moi, je t'ai Donc coupé. le Paris Vas-y. Country Club a été, c'était dans les années 95, quelque chose comme ça, 95. Ils ont accepté tout de suite, ils ont adoré l'idée, ils m'ont donné un emplacement et donc j'ai mis mon cours là-bas. Moi j'étais vraiment, si tu veux, vraiment amateur, donc pouvoir monter le cours. Alors j'avais mon frère, j'avais mon père, j'avais que des amis, on était vraiment des amateurs. On a réussi à monter le cours et moi j'étais là-bas tous les jours à faire des exhibitions, à faire des initiations. Bien sûr, tout le monde était à fond tennis, padel, pas vraiment. Vraiment, comme tu le dis, j'étais un précurseur. Après, malheureusement, après, je l'ai mis après au Stade Français. Et si tu veux, je me sentais un peu seul, si tu veux, parce que c'était pas encore un engouement comme aujourd'hui, j'ai entendu Comme en celui qu'on. France. Oui, en France ou même d'ailleurs en off, on parlait bien du développement dans le monde. En fait, c'est pas, tu me disais, c'est pas un phénomène français du tout. Même c'est un phénomène qui est mondial. Donc Ouais. et dont fait partie les USA petit à petit, dont font partie de nombreux autres pays. Justement, toi, alors pour parler un peu plus international, parce que tu as une vision, on va dire américaine surtout. Comment ça se passe aux États-Unis? On parle, voilà, on dit souvent les États-Unis, un jour, quand ils se lanceront vraiment, ça risque de faire très mal. Toi, tu sens que ça commence à bouger aux États-Unis? Alors, c'est encore petit parce que là, en Floride, c'est encore, il y a beaucoup de communautés argentines et sud-américaines qui jouent beaucoup. On essaye maintenant justement dans ce nouveau projet de pouvoir intéresser plus les Américains. Donc, ça va monter, ça monte. Mais je peux vous assurer que tous les clubs qui ont un club de padel, c'est blindé de monde. C'est blindé de monde. Donc maintenant, on recherche plus d'investisseurs, de pouvoir avoir plus de lieux. Donc c'est un petit peu ce serait la deuxième étape, c'est d'avoir plus de gens encore qui pourraient créer des clubs. Alors, créer des clubs, tu as des projets, on l'a dit tout à l'heure, en Oui. Floride. Ça te fait pas peur, justement, tu me fais penser peut-être un petit peu à ces clubs de paddle français, aller jusqu'en 2013, on va dire ça comme ça, 2014 même, qui, bon, voilà, à ce moment-là, le paddle, on sentait que ça commençait, là, ça commençait à bouillir, mais enfin, c'était pas encore ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on a vu les clubs quand même se lancer comme précurseurs encore, tu vois, en année 2013, on peut dire encore que c'est des clubs précurseurs. Aujourd'hui, tu es dans cette position-là, peut-être aux États-Unis, de précurseur, ou tu Oui, sens qu'on peut faire plus, ça peut aller plus vite, ça peut aller plus loin aux États-Unis. alors, c'est une bonne question. On veut pas faire des. Là, le deuxième concept là, qu'on essaie de faire, ce n'est pas de faire un pur club padel, mais un racket club où on va mettre du padel
et aussi un nouveau sport là, qui monte très très fort aussi ici aux États-Unis, qui est beaucoup moins intéressant, mais malheureusement, il y a beaucoup de monde. Donc, on veut se servir en fait Qui est? de Quel sport? qui s'appelle le pickleball. Donc, Pickleball, d'accord. voilà, c'est une sorte de mini-tennis avec une balle en plastique qui vole. Mais bon, c'est que les gens adorent ça, mais bon, par rapport au padel, par rapport au jeu, ça n'a rien à voir, quoi. Ce sont deux sports différents, mais D'accord. il y a un gros engouement. Donc aujourd'hui, on aimerait créer un club couvert où on crée ce pickleball et mettre des cours de padel et pouvoir drainer grâce au pickleball, les faire essayer le padel et en devenir passionnés comme maintenant tout le monde qui ont essayé maintenant le padel adore ce sport. Donc c'est ce qu'on aimerait faire. Tout à l'heure, tu as parlé de Paris, tu as nommé des clubs, des très grands clubs de tennis parisiens, même français. Mhm. Et c'est vrai que aujourd'hui, on parle souvent du club des Pyramides que tu connais. euh, Dans les années Ah oui, 2009, le club des Pyramides en Île-de-France, hein, du côté de Saint-Germain-en-Laye, juste à côté. oui, 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 Ce club, eh bien, c'était lancé dans le paddle avec un terrain. C'était un ouais, terrain, je crois, de la fédération. Et à ce ouais. moment-là, il n'y avait pas un seul club qui proposait du paddle en région Île-de-France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit souvent que c'est le club, premier club. Ça, c'est ce qui est dit. Et c'est bien que tu puisses rétablir grâce à. C'est le premier club, en tout cas en permanent. On va dire en permanent, Alors, puisqu'il me semble que alors, c'est le premier club à proposer du paddle. Oui, d'accord, pas d'accord. pas d'accord. Pas d'accord parce que moi, j'ai été le premier dans le sens où en 94, 95, j'avais Ouais. moi, on avait mis d'abord au Paris Country Club pendant plusieurs mois et après, bien sûr, après au Stade Français. Les Pyramides, je les avais contactés en 98, 98, 99. Donc c'était bien avant 2009. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais le projet, ça fait au moins 10 ans qu'ils les avaient dans les dossiers. Alors oui, là, non, mais tu l'avais présenté au club des Pyramides, mais Ouais. en tant que de club permanent peut-être, parce que je crois que c'était le TCP qui avait proposé du paddle, c'est ça? Non, c'était Euh, quel est l'autre club parisien qui proposait du paddle? Ah, 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 on a un petit problème avec, avec le son. Allô? on a un petit problème de son, semble-t-il. Bon, Est-ce que tu mon m'entends, cher, ouais, on t'entend Franck? plus vraiment. En fait, c'est coupé. Vas-y, reprends, vas-y, reprends. Je Est-ce que pense que tu... ça va mieux, hein. N'hésitez pas à intervenir si vous n'entendez plus. Euh, Patrick, vas-y. Oui, est-ce que vous Ah m'entendez? ouais, on t'entend, je crois que c'est bon, ouais, c'est mieux. Il y a Ok. une petite période où on t'entendait plus, mais Ouais, ça y est, donc c'est reparti. Hmm. ouais, donc je disais que Claude Batch avait mis donc un cours existant pendant au moins 1 an à 2 ans au tennis club de Ruelle-Malmaison. C'était dans les années 98, 98, si je D'accord, me souviens bien. d'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, il va falloir qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse rétablir une certaine vérité sur le plan chronologique quand même. Ouais, ouais, Euh, donc ensuite, sur la partie stratégie de développement du paddle français, tu as ouais. dit qu'effectivement, tu allais de club en club presque, puisque tu avais investi dans un terrain de paddle démontable. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, tu as raison. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti à ce moment-là que ça pouvait le faire ou c'était trop tôt? Est-ce que tu as senti une émulation au niveau des clubs, comme on peut le voir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire peut-être que tu es parti trop tôt? Je suis parti beaucoup trop tôt, malheureusement. J'étais tout seul dans la région parisienne, en tout cas. J'avais contacté, j'avais la liste de tous les clubs en région parisienne, Île-de-France, Hauts-de-Seine. Euh, je les ai fait tous, je passais les coups de téléphone. J'avais mon cours, donc je pouvais gratuitement leur proposer. Non, pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé. C'était vraiment tout seul. On m'appelait Monsieur Padel. Et malheureusement, beaucoup trop tôt. Et bon, c'est comme ça. Mais Bah,
c'est comme ça, mais enfin maintenant aujourd'hui on en est là, donc Ouais, c'est quand même pas mal. ouais. Euh, on va on va parler de toi en tant que joueur. On a vu quelques images tout à l'heure. D'ailleurs, je vais en mettre une maintenant. Alors Ah, malheureusement, on ne voit pas parce qu'on me voilà. Alors je l'ai retrouvé. Alors je l'ai Avec Brice Bernard, ouais. avec Brice Bernard, absolument. Ouais. Je l'ai mise, donc c'est d'abord je J'adore. remercie nos amis argentins de paddletotal.com, Waouh. paddletotalweb.com, Ouais. qui, lorsqu'ils ont appris qu'il allait y avoir une interview, ils nous ont dit mais on connaît Patrick Thomas et ça fait très longtemps, je crois que c'était en 98, tu m'arrêtes si je me trompe, 99 peut-être, non? D'où elle vient cette image? Raconte-nous. Alors raconte-nous juste. Alors justement, raconte-nous un petit peu toute ton histoire, parce que là on a parlé des autres surtout, savoir ce que tu as fait dans les clubs, etc. Maintenant j'aimerais qu'on parle de toi, de ton expérience en tant que joueur. Raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est passé. Alors écoute, moi, bon, je venais du tennis. Il y avait Franck et Bernard qui étaient les précurseurs. Euh, il y avait au tout début essentiellement beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas réellement, qui n'avaient pas de background, comme on dit, de passé de tennis. Donc, souvent, les partenaires que l'on avait jouaient très, très bien en défense, mais pas très bons à la volée. Moi, j'étais un joueur très agressif par rapport au tennis. Et à l'époque, si les anciens s'en souviennent, c'était la règle argentine où c'était retour volé. On ne pouvait pas faire service volé comme aujourd'hui. Tu as anticipé, c'était l'une de mes questions. Est-ce que tu as vécu aujourd'hui, ça paraît complètement dingue. Et Ouais. pourtant, à une certaine époque, les mentalités, la manière de jouer, ça avait strictement rien à voir, non? C'était un jeu complètement plus défensif, beaucoup plus. Et justement, à l'époque où c'était un petit peu la raison de pourquoi ils avaient créé le padel, c'était pour créer plus d'échanges. Donc, ils voulaient éviter de faire des services volés de façon à ce que ce soit moins agressif et plus justement avec les rebonds, avec les murs et tout ça. Donc, et au bout de, ça devait être en 96, 98, où justement Ouais. la fédération a changé. Donc, euh, au début, j'ai joué beaucoup Tu avec. appréciais, c'était un jeu que tu appréciais, tu préférais ce type de jeu, un petit peu, Non, enfin, disons-le, à non, l'ancienne, non, non, non. ou est-ce que tu préfères le jeu d'aujourd'hui, on va dire, qui est particulièrement offensif? Bah, je préfère, bien sûr, venant du tennis, je préfère tout ce qui est le jeu vers l'avant, service volé. Mais c'est vrai que ce jeu m'a aidé en fait à accepter de jouer plus avec les murs et à développer mon jeu de défense. Donc c'était pas mal à pouvoir à être beaucoup plus complémentaire parce qu'au début, enfin après, avec cette nouvelle règle, on a vu beaucoup de joueurs faire des demi-volées, service volés, jouer un minimum avec les murs. Et je pense que quand même pour jouer à un haut niveau, c'est bien de pouvoir travailler la défense pour pouvoir allier les deux. Tu m'entends, hein? Parce que parfois, il Oui, y a je des petites t'entends, oui. coupures. D'accord. Euh, Justement, puisque tu parles de tennis et de paddle, c'est une personne, alors je ne connais pas son nom, mais de Prépa Mental 64, qui nous demande, alors c'est lié au thème, donc c'est pour ça qu'on va on va prendre sa question. Penses-tu que les affinités entre les deux jeux, j'imagine, de paddle et tennis, euh, voilà, est-ce que ça le fait, est-ce que ça le faisait plus, alors je vais transformer un peu, est-ce que ça le faisait plus avant qu'aujourd'hui de venir du tennis? En gros, est-ce que notre jeu au tennis nous sert plus aujourd'hui qu'avant ou l'inverse? Je pense que aujourd'hui, le fait de faire service volé et d'avoir un jeu beaucoup plus, un peu comme au tennis et tout ça, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Avant, euh, quelqu'un qui était vraiment, qui n'avait pas de background tennis, pouvait s'en sortir parce que c'était un jeu beaucoup plus défensif, beaucoup plus avec les murs, on joue beaucoup avec les murs. Je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de joueurs à la volée euh, qu'avant. Donc, et on voyait même avant, on voyait des joueurs, ils étaient toujours au fond du court. Enfin, il y avait un qui était à la volée et l'autre qui était beaucoup au fond du court. Maintenant, les joueurs sont quand même hyper bons à la volée avec des réflexes.
des réflexes à la volée, c'est exceptionnel. Donc, il faut être aussi Et bien ouais. très fort à la volée que qu'en défense avec les murs. Alors, je reprends les propos de prépa mentale. Peut-être que c'est ce vers quoi il voulait aller, à savoir qu'on pouvait estimer, et c'est vrai qu'on l'a entendu hein, ici ou là, que le paddle était à l'époque plus. L'équipe était plus soudée, il y avait une cohésion de groupe plus importante à l'époque du fait d'avoir un jeu plus lent qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui tout va très vite. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'hésite plus à changer de partenaire au bout de quelques semaines, mois. Euh, c'est bien, c'est moins bien. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution justement du paddle? Je crois que c'est Benjamin qui nous posait la question. Ouais. Écoute, bon, moi je pense toujours que quand tu joues, quand tu fais un double, il faut bien se sentir il faut se sentir en osmose. Donc, euh, aujourd'hui, il faut avoir confiance en son partenaire. Il faut pouvoir sentir son partenaire et avoir confiance en son partenaire et aussi sentir qu'il n'y a pas trop de niveau de différence de jeu. Maintenant, à l'époque, je trouve qu'à l'époque, il y avait des fois trop de différence entre les deux Ah, joueurs. d'accord, À d'accord. l'époque. Ah, Parce qu'il n'y à avait pas l'époque, beaucoup de joueurs qui jouaient bien. d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu penses que le fait que le jeu se soit accéléré, est-ce que ça a cassé peut-être cette obligation de cohésion d'équipe qui pouvait y avoir à l'époque? C'est une question qui revient, c'est vrai que parfois, que je peux voir même sur le site, quand on parle de cohésion, et certains disent oui, avant c'était comme ça. Aujourd'hui, la cohésion, les gens changent euh, très facilement de partenaire. Bon, c'est un avis, hein. Je ne sais pas si Ouais. je le partage, mais toi, t'en penses quoi par rapport à avant, j'ai envie de te dire? Bah, avant, c'est sûr qu'on était beaucoup plus scindés parce on était un noyau, on était toujours. Maintenant, je pense que du fait qu'il y ait énormément de joueurs, il y a peut-être plus de choix. Alors les gens zappent certainement, disent bon allez hop, j'ai perdu, allez Ouais. hop, je prends quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus un état d'esprit. Avant, on pouvait pas zapper tant que ça parce que parce que eh ben D'accord, il y a pas. il y a beaucoup moins de joueurs. Donc, si tu zappais, tu pouvais tomber avec quelqu'un qui était vraiment très bas. Allez, on va poursuivre on va essayer de poursuivre sur les gens Ouais. que tu connais, que tu as rencontrés dans ton parcours paddleistique. Et il y en a un dont j'ai envie de te parler, c'est un peu grâce à lui qu'on est ensemble tous les deux. C'est Sébastien Ruiz des Conero, Luis, qui est l'un oui, des parrains, des tontons, des grands-pères, enfin les grands-pères oui. du paddle français. Voilà, raconte-nous un petit peu, je vous rappelle, hein, Sébastien Ruiz des Conero, qui est coach de paddle, qui joue au paddle depuis effectivement très longtemps, qui m'a initié, qui a initié beaucoup de joueurs, dont d'ailleurs Adrien Maigret, qui est aujourd'hui le vice-champion de France de paddle. Et donc, du coup, voilà, comment ça s'est passé avec lui, justement? Alors, déjà, Sébastien Ruiz est l'un de mes meilleurs amis, pour pas dire mon meilleur ami. Ok, il est le parrain aussi de mes enfants. Ça fait à peu près 25 ans, 30 ans qu'on se connaît. Euh, un très bon joueur de tennis, un très bon coach aussi qui connaît très très bien le Oui. tennis. Je l'ai initié au padel. Ah, donc c'est toi le tonton alors. C'est toi le C'est tonton. moi, voilà, c'est moi le tonton. C'était le tonton du tonton, d'accord, très bien. Voilà. Ok. Et tout de suite, il a adhéré. Il a dit, mais attends, le padel, c'est génial. Et je me demande même si c'est pas lui qui m'avait mis en contact avec les pyramides. Parce qu'il avait un contact de folie et il a adoré. Il a adoré. Et donc, on s'est beaucoup entraîné ensemble et il a voulu lui aussi euh, passer la torche à d'autres personnes et à initier quand je suis parti. Donc, et quand des fois des gens disaient oh, je connais le padel. Attends, le padel, je connais. Attends, en 93, il y avait Patrick Thomas. Donc, ça me fait très, très plaisir qu'il nous ait mis en contact
Ça me Bon, fait enfin, ça fait énormément un petit plaisir. moment qu'on est, voilà, un petit moment quand même Ouais, maintenant. À l'époque, je sais, enfin, tu avais notamment ouais, un logiciel, une application. Enfin, il y avait pas mal, beaucoup de projets que tu avais. ouais. On va poursuivre avec quelques questions justement. Alors, je vois qu'il y a deux questions, l'une de Nico Henry et l'autre de Benjamin Marat. Euh, alors, bon, on a déjà répondu, hein. Faut-il faire la différence entre le tennis et le paddle? C'est une question qui revient régulièrement. Tu en as déjà en partie parlé. Par contre, on parlera tennis juste après, hein, cette question. Pour toi, qui sera, vu de loin, vu de Miami, tu suis, je sais, le paddle français, hein, tu regardes ça de près sur Paddle Magazine, parfois, justement, tu poses des questions, etc. Et pour toi, qui est le ou les joueurs qui ont le plus de potentiel et qui peuvent espérer taquiner les meilleurs joueurs du monde? Est-ce que tu penses que c'est encore possible? Est-ce que tu penses qu'on a quelqu'un de ce calibre en France? J'ai entendu, quand je vois les résultats de Maigret qui font des bons résultats en Espagne, ils investissent énormément sur leur entraînement, sur leur déplacement en Espagne. Il n'y a qu'en faisant ça, c'est pas juste en s'entraînant qu'en France, c'est aussi de pouvoir se déplacer et s'entraîner avec les meilleurs. Ils ont un background tennis qui, pour moi, est C'est très important? important. Ouais. Ouais, très important parce qu'ils ont eu un niveau tennis qui, voilà, qui est là. Et c'est pas simplement un niveau technique, mais c'est aussi une discipline qu'ils ont eue quand ils étaient jeunes par rapport au tennis, que là maintenant, ils dupliquent, ils doublent, enfin, qu'ils copient justement Mm. dans le padel. Et ça, manager sur un plan mental, sur un plan stratégique, avoir cette discipline, aller s'entraîner physiquement, aller s'entraîner, faire des gammes, ça, c'est une discipline voilà, de haut niveau. Ça, effectivement, sur les critères minimums pour aller le plus loin possible, parce qu'effectivement, il y a une grande concurrence, tu l'as dit tout à l'heure, de plus en plus de joueurs. Et d'ailleurs, sur le World Padel Tour, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ils avaient d'innombrables nationalités de joueurs qu'ils n'avaient pas avant. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que dans les années 2000, on avait des joueurs qui partent. Alors à l'époque, c'était pas le World Padel Tour, c'était le Padel Pro Tour, je crois. Les Pro Tour, ouais. Et est-ce qu'à l'époque du Padel Pro Tour, j'ai voulu joindre, hein, contacter une personne du Padel Pro Tour, c'est très compliqué parce qu'ils sont tous partis, il n'y a plus personne. Mais est-ce que il y avait déjà des Français qui partaient à la conquête de l'international? Alors, Toi, peut-être. oui, mais il y a essentiellement Franck et Bernard Frances qui sont là maintenant en Espagne. Ils se sont remis dans le tennis malheureusement parce que maintenant ils ont un certain âge. Mais ils connaissaient tous les Argentins, ils connaissaient tous les Espagnols. Eux avaient vraiment le niveau à l'époque de jouer contre les meilleurs, enfin contre les meilleurs Espagnols. Ils avaient aussi un sacré, ils avaient un bon niveau aussi tennis. Euh, Moi, je suis parti de Paris pour venir à Toulouse, où là on voit Martin Diaz, qui était Comme donc là, Martin c'était à Diaz. Miami. Voilà, c'était Ouais. organisé aussi avec Nalé. Nalé, c'est Nalé Grinda, c'est lui qui fait exploser justement le padel aussi sur Miami, hein, qui fait venir tous les meilleurs joueurs du monde. Euh, je pense que Nalé aussi, à l'époque, partait beaucoup en Espagne. Moi, je suis parti aussi en Espagne grâce à l'aide aussi de Claude Batch. Il faut que je le dise aussi parce que Claude a fait énormément pour m'aider, énormément pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir être près de Toulouse, aller en Espagne, aller à Bilbao, Madrid, you name it. Donc, on a fait venir les Espagnols. On Comment a ça se fait passait, beaucoup. comment ça se passait à ce moment-là? Tu parles effectivement de l'époque où Claude Batch, qui, rappelons-le, hein, est le président de l'EACP, l'Association européenne des clubs de paddle, de l'Open de France, hein, qu'on a la chance de revoir depuis maintenant quelques années. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, évidemment, toi, tu fais partie de l'histoire de l'Open de France, mais certes, pendant de très nombreuses années, l'Open de France a disparu, puis est revenu devant le devant de la scène il y a maintenant quelques années. Et alors, je ne sais pas si tu m'entends correctement. Hop. Et donc, du coup, justement, euh, comment ça fonctionnait à l'époque, la Fédération française de paddle? Comment elle intervenait, autant sur le plan financier que sur d'autres plans? Comment ça fonctionnait? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la Fédération française de tennis. Bon, Oui, voilà, ce qui est une énorme machine de guerre avec une chance peut-être énorme et unique
peut-être dans le milieu du sport du paddle, puisque une fédération comme ça, qui a autant de moyens, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. Comment ça fonctionne? Alors, Claude Batch, à l'époque, travaillait pour Giraudy, qui est une société de publicité un peu comme Deco, où Giraudy, en fait, payait à l'époque des emplacements publicitaires pour la mairie. Et donc, comme Claude, à l'époque, était président de la Fédération française de padel, il a dit, bah, tiens, je vais essayer de trouver un partenariat. Donc, Giraudy, en fait, disait, bah, si les mairies adorent ce sport, nous, on finance les cours de padel, mais en échange, ils nous donnent des emplacements publicitaires. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était un échange marchandise. Et nous, en tant que joueurs, on venait, bien sûr, pendant l'inauguration, on venait faire des démonstrations. Mais Claude avait un immense talent et passionné aussi par ce sport. Il avait aussi son fils qui était très impliqué et qui était l'un des meilleurs joueurs aussi, qui faisait partie des top 10 à l'époque. Et donc, Claude allait prendre des rendez-vous avec les mairies et dire, voilà, vous pouvez avoir du padel gratuit. La seule chose que vous devez faire, c'est de pouvoir nous donner des emplacements publicitaires. D'accord. Ok. Donc, c'était effectivement, ça passait par, comment ça fonctionnait? C'était parce que c'était lié à la fédération, en fait, l'entreprise était partenaire de la fédération. Oui, exactement. Giraudy était partenaire de la fédération française, donc c'était un peu comme Claude était aussi travaillé pour Giraudy. D'accord, c'était l'utile à l'agréable. D'accord. Voilà, l'utile à l'agréable, exactement. Donc, il arrivait, grâce à son métier, à pouvoir aussi proposer sa passion qui était le padel. Il faisait tout pour le padel. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre sur. Alors, encore prépa mentale, hein, 64. Je ne sais pas qui n'hésite pas à donner son nom. Hein, on va passer un peu sur la partie questions-réponses. D'abord, sur les questions que vous nous avez posées, j'en ai vu quelques-unes. D'abord, savoir que tu as Manu Garcia, que tu connais peut-être pas, mais qui est l'un des grands monsieur du paddle en France, qui depuis quelques années fait un super travail de promotion dans le paddle. Il est dans le sud de la France. Peut-être qu'un de ces quatre, tu le rencontreras. En tout cas, il espère pourquoi pas faire un saut aux USA, semble-t-il. Bon, ensuite, tu as Prépa Mental 64 qui revient, qui nous demande si tu serais OK pour faire la promotion du paddle dans le sud-ouest. Peut-être un peu loin, mais allons savoir. Qui n'hésite pas à préciser. Si j'ai un billet d'avion, pourquoi pas? Voilà. Ensuite, alors. C'est Benjamin hein, Youlu qui nous dit est-ce que aux États-Unis on propose des formations paddle comment c'est pas on va dire la partie comment se passe la relation que tu peux avoir avec la fédération par exemple tiens question à te poser on était il y a très peu de temps encore avec l'APT Paddle Tour et avec Fabrice Pasteur lors d'une interview très intéressante dans laquelle il nous expliquait qu'il est en collaboration avec l'une des fédérations américaines. Donc il y en a deux, on a cru comprendre. Où on en est où? Comment ça fonctionne sur le plan administratif, sur le plan institutionnel aux États-Unis? Honnêtement, ce n'est pas aussi structuré qu'en France. C'est encore très… chacun est un peu de son côté, malheureusement. C'est plus, je dirais que c'est plus encore amateur. Il n'y a pas de tournoi. C'est plus des tournois internes. Il y a des clubs où il y a 300, 400 membres. Il y a 400 adhérents dans chaque club. Mais au niveau administratif, il n'y a pas trop de tournois. Il n'y a que des tournois que Nalé, par exemple, organise chez Wayne. Certaines personnes sauront, où ils font venir les meilleurs joueurs du monde. Et je dirais que c'est plus à titre privé, comme je tiens vraiment à soutenir et à dire que Nalé fait énormément, Jean-Noël Grinda fait énormément pour le padel, aussi bien sur un plan personnel, sur un plan privé. Avec tous ses contacts, il essaye vraiment c'est un mordu, un passionné du padel. Donc ils font venir les meilleurs joueurs du monde, ils font des pro-am. On aura l'occasion de revenir sur Nalé un peu plus tard avec, j'espère, une interview avec lui. On essaiera justement lui aussi de connaître un peu son parcours très riche dans ce milieu-là. Il y a eu une question, et tu sais que j'allais te la poser. D'ailleurs, je l'ai lu dans la presse. Évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, et je l'ai dit encore.
tu es l'ancien coach de Naomi Osaka, celle qui est considérée selon Forbes, le magazine Forbes, comme la joueuse la mieux rémunérée en 2020, devant Serena Williams et Sharapova. Et forcément, on pense à toi, puisqu'on se souvient qu'il y a 1 ou 2 ans, on était loin, loin, loin de tout ça. Et puis, tu es passé par là pendant une bonne grosse année. Et aujourd'hui, elle est en train d'éclore et de se faire connaître, de faire connaître son talent au monde. Peut-être, alors, je vais te dire, on est un petit peu triste de se dire, on a un Français, coach de tennis, c'était le coach de Naomi, et il est où? Pourquoi il n'est plus avec Naomi? Ah, Attendez. Est-ce que tu m'entends, Franck? on t'entend, mais ça coupe, c'est assez saccadé. Hein. Ok. Oui, je t'entends, je t'entends. Ouais. Voilà. Donc, quand j'ai rencontré Marie et Naomi, donc Marie et sa sœur, je les ai rencontrés dans une académie. Ils étaient juste invités. Ils n'étaient pas assez bons, elles n'étaient pas assez bonnes en fait pour faire partie de cette académie. Et donc, j'ai proposé au père de prendre les deux dans mon team en tant Les deux que joueurs, les deux sœurs. les deux joueuses, ouais, les deux sœurs à titre privé. En échange, je les entraînerai gratuitement, entre guillemets, en échange d'un contrat. Donc, le père était très intéressé. J'avais heureusement donc trois autres joueuses aussi qui me rémunéraient. Je les ai entraînées pendant 1 an. Et Naomi, en mondial, elle avait tout juste 15 ans. Et donc, est devenue la meilleure junior devant Bencic, qui était tous les sponsors se l'arrachaient et tout. Et là, elle a même battu Bencic 6-2, 6-3 ou 6-3, 6-3. Si les gens regardent sur Naomi Osaka biographie, ils verront cette vidéo sur YouTube. Mais elle est devenue en joueuse junior mondiale au classement. Donc, je l'ai entraînée matin et soir. Ouais. Matin et soir pendant 1 an, donc tu vas travailler avec elle, tu vas entraîner donc les deux sœurs avec, Ouais. avec la famille, avec la team japonaise, et puis patatras, j'ai envie de te dire, au moment où voilà, les choses sont en train de se faire, de se débloquer pour elle, je pense notamment à Naomi, et on ne te voit plus, pourtant il y a une vidéo qu'on a montrée tout à l'heure au tout début, une montre d'ailleurs que je vais vous remontrer. Elle est là, et elle parle de toi dans cette vidéo. Elle te présente comme ton coach, effectivement. On te voit d'ailleurs à ses côtés. Ouais. Et aujourd'hui, tu ne l'es pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, euh, le père et la mère m'avaient promis en fait de signer le contrat. Donc ils m'ont fait malheureusement miroiter qu'ils allaient, oui, que je faisais partie de la famille, qu'ils allaient signer le contrat. Peut-être que j'étais naïf, mais à l'époque, bon, moi j'étais passionné, je savais que j'avais entre les mains quelqu'un qui, je rêvais qu'elle serait numéro 1 mondial. Je le disais à tout le monde. Tout le monde me disait, mais attends. Et voilà. Et un jour, le père m'a dit, OK, on va signer le contrat, mais il faut que tu trouves de l'argent. Je dis, OK, je vais vous trouver de l'argent et tout. Et donc, il y a eu des agents qui sont venus en 48 heures. Il y a eu même Wilson Monde qui leur ont fait une proposition. Ça a duré en 2-3 jours. Hein. Ils sont tous rués, lui ont proposé voilà, de l'argent et tout. Et il m'a dit, finalement, on veut passer le contrat. Et là, je dis, attends, je te trouve de l'argent et tout, et tu veux passer le contrat. Et donc, il m'a dit non. Je dis, voilà, malheureusement, la porte, c'est là. Et donc, je leur ai demandé de partir. Et depuis, les parents, le père, bon, on est toujours en contact de temps en temps, mais
il essaie de bloquer justement toute communication entre elle et entre Naomi et moi, de façon à ce que je ne révèle pas la vérité. Ouais, c'est une sacrée affaire, hein. Enfin, le jour où cette affaire sera, on va dire, bien, on va dire, publique, enfin, ce quoi sera vraiment, ça pourrait être très intéressant à voir parce que peut-être que ce que tu vis, toi, peut-être que d'autres l'ont vécu. D'autres, oui, d'autres l'ont vécu, dont un qui s'appelle Christophe Jean, qui a fait des poursuites judiciaires. Lui, il avait un contrat, contrat, il est entré pendant 2 ans avant moi. Donc la poursuite judiciaire était de 2 millions de dollars. Malheureusement, 12 mois, il y a 12 mois, là, donc il y a eu cette affaire qui a été officiellement. Malheureusement, il a perdu parce que, soi-disant, elle avait 13 ans, 14 ans à l'époque. Et donc, Naomi avait un avocat qui était très, très de renommée de la NFL. Et bon, bah, quand on a de l'argent, hein, comme elle, on a les meilleurs avocats. Donc, elle a même supprimé l'année dernière, pendant le Miami Open, elle a supprimé une conférence de presse parce que justement, certains journalistes voulaient parler de ce cas, de qu'est-ce qu'elle avait fait avec les coachs de son passé. Eh ben, et donc, c'est une sacrée histoire. Et aujourd'hui, bon, j'imagine que tu n'as pas de regrets, tu n'es pas une personne à regarder dans le rétro. Bon, déception peut-être, parce que on se dit forcément, des joueuses comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en a sous la main. On a participé à son éclosion, et finalement, voilà, on a dépensé de l'argent, on a dépensé du temps, et au final, on est remercié de la pire des sortes, peut-être une trahison. Oui, c'est sûr que quand on entraîne tous les jours une joueuse et que le père est là, la mère est là, on crée des relations, oui, tu fais partie de la famille, on t'oubliera jamais et tout. Moi, je dépensais à peu près 4 à 5 000 dollars tous les mois entre l'allocation des cours, le fitness tous les jours, des sparring tous les jours, le docteur tous les jours. Parce que ici, bon, bah, c'est pas, on n'a pas la sécurité sociale, hein, donc quand on fait venir des chiropracteurs et tout pour pouvoir les masser, tout ça, il y a un coût. Et malheureusement, ben, alors, est-ce que je suis déçu? Bien sûr, quelque part. Si je devais le refaire, je le referais. J'étais passionné, je ne regrette rien. J'espère toujours que un jour, peut-être, elle passera un coup de téléphone, elle me dira, écoute Patrick, je sais ce que tu as fait pour moi. Écoute, je t'invite à l'US Open ou je sais pas, mais au moins reprendre Ouais. contact et ne pas oublier Oui, ce qui a été fait, quoi. oui, parce que au-delà des entraînements, c'est une fille que tu aimais, tu appréciais beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi qui a peut-être un peu décevant. Tu te dis, bon, bah voilà, au milieu, entre la joueuse et moi, il y avait peut-être une personne qui n'a pas joué franc jeu. Et donc, c'était pas simple. Ouais, moi je garde un énorme souvenir de Naomi et même des parents, même si peut-être que c'est naïf de ma part, mais je veux penser aux bonnes choses. Un jour ou l'autre, je suis persuadé que moi, je sais que j'ai tout fait. Je suis persuadé qu'un jour, il dit attends, tu sais quoi, on va arrêter d'être radin et on va quand même rappeler Patrick. Mais ils savent très bien. Ils m'ont appelé l'année dernière, en janvier, après qu'elle ait gagné l'Open d'Australie et qu'elle est devenue numéro 1 mondiale. Et là, ils se disent mince, on a beaucoup d'argent et tout. Ils m'ont dit Patrick, on ne te donnera pas d'argent, mais tu as tout notre amour. Hein, mais par contre, tu nous oublies. Bon, j'aime bien, ça pourrait être la conclusion d'un très bel article, je pense. Je trouve que c'était pas mal. Pas mal. Allez, on va se terminer quand même sur une pointe paddleistique. J'ai vu que c'était l'une des deux questions, puis tu sais que j'aime bien les questions-réponses assez rapides. Allez, on va finir sur deux, cher Patrick. Quel est ton pire souvenir dans le paddle? Ah, le pire Ah, souvenir, disons que c'est un petit peu dans les. Non, pas dans les débuts, mais c'était du fait que, tu sais, quand tu joues avec quelqu'un, il faut que tu sois en osmose. C'est un petit peu. Ça repart un peu de la question qu'un des auditeurs avait ouais. donnée. C'est important d'avoir un bon partenaire en qui tu sais que tu peux. Et au début, je n'avais pas l'impression d'avoir
Donc, je jouais, mais j'étais irrité et je m'en excuse auprès de certains joueurs qui sont aujourd'hui aussi des dinosaures, mais je leur ai mis beaucoup de pression parce que je voulais tellement gagner et je n'avais pas l'impression qu'on était en osmose parce que certains étaient en défense, moi j'étais offensif et c'est pour moi, je Ah, garde un souvenir un ah peu ouais, amer. C'est tout. amer dans le sens où tu penses que ton comportement n'était pas idéal par rapport à ton Ouais, partenaire voilà, ou je pense que j'aurais pu être un peu plus. Quand j'ai plus passé diplomate? quand j'ai joué Diplomate. avec Brice, quand Ouais. j'ai joué avec Brice, voilà, j'avais l'impression voilà, qu'on était sur la même longueur d'onde. Et malheureusement, avec les partenaires d'avant, comme il n'y a pas assez de. Non pas qu'ils n'étaient pas bons, c'est qu'ils étaient bons dans certains domaines où moi j'étais moyen, mais je trouvais qu'on n'était pas en Ça osmose. matchait pas. Ça matchait pas. Voilà, ça ne matchait pas. Alors, on va terminer avec Mais je m'en cette. excuse s'ils m'entendent. Ah, bon, Patrick, le souvenir aujourd'hui, allez, je te dis, donne-moi un souvenir dans le paddle magnifique. C'est lequel? C'est quand on a été à Mar del Plata pour les championnats du monde. C'était en 98, je me souviens bien. Ça a été un souvenir incroyable de partir avec tous ces joueurs, Alexis Sall, avec Brice Bernard, Laurent Guillaume Humbert? Bach, Laurent Bach. Ouais, où on a joué, je crois que c'était contre le Paraguay. Le Paraguay, on les a battus pour passer, je crois, on a passé sixième. C'était entre la sixième et la septième place, on est passé sixième. Et là, c'était une grosse fête. Qu'est-ce qui s'est passé après? Troisième mi-temps. On veut tout savoir. Troisième mi-temps en boîte, hein, obligé. Hein. Et d'ailleurs, c'était dans la boîte de nuit de Villas, Guillermo Villas, pardon, Guillermo Villas. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, bah écoute, Patrick, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions là, sympas. Alors, je suis en train de voir parce que je crois qu'on en a raté quelques-unes. Je me prie de m'excuser. Alors, sachant que Prépa Mental nous dit qu'il s'agit de, je crois, Christophe Lacaze, peut-être que tu connais, du côté de Alexandre Lacaze, du côté de Bayonne, hein, Alexandre Lacaze. Donc, effectivement, très belle région. Je crois que Alexandre Lacaze nous explique que tu as le billet qui t'est offert. Voilà, billet offert, hôtel offert, tout offert. Ah, bon, bon. Ah ben écoute, tu peux lui envoyer mes coordonnées, j'arrive tout de Ah suite. bah, il pourra te contacter directement, hein. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, alors par rapport à la formation paddle, les amis, on en a déjà parlé. La formation paddle, pour l'instant aux USA, elle est pas aussi organisée aujourd'hui qu'en France, hein, voilà. Même si tu proposes, je suis tes compétences là-bas. Et puis, alors, je suis en train de regarder, on a parlé des États-Unis, il y a pas mal de questions hein, autour de Miami, des États-Unis. Allez, peut-être, dernière petite question, peut-être sur la fin. J'ai envie de te dire, demain on va à Miami, comment on fait demain on peut jouer au paddle ensemble, comment on fait avec si on veut plaisir. prendre, Ouais. comment ça fonctionne? Déjà, comme tu le sais, là, tous les gens qui sont tous les internautes, le paddle est une grande famille. Et toute personne du paddle qui entend là, Paddle Magazine, peuvent me contacter. Ils seront toujours les bienvenus. Le paddle est une grande famille. Donc, ils me contactent et avec Nalé, on organise tout sur place avec grand plaisir. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. Je rajoute que la semaine prochaine, nous aurons une personne, mercredi prochain, mercredi 24 à 18h, dans le face-à-face. On aura un Belge cette fois-ci, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Jérémy Gala. Que tu connais peut-être, Jérémy Gala, hein, qui est connu, puisque c'est l'un des joueurs belges aussi qui a joué sur le circuit du World Padel Tour, et qui probablement va poursuivre son aventure. Justement, on verra avec lui la semaine prochaine. Et puis ensuite, en juillet, enfin toujours en juin prochain, ce sera le lundi 29, ce sera Amélie Faugas, membre de l'équipe de France, que tu as déjà peut-être vu sur Paddle Magazine, membre de l'équipe de France. Elle a évidemment l'une des joueuses de tennis, d'ailleurs, qui est arrivée, qui a débarqué il y a très peu de temps finalement, hein, et qui a réussi à atteindre la Team France. Voilà, comme quoi les très bonnes joueuses de tennis peuvent réussir à faire des sauts de cabri dans le paddle. Hein. Ouais. Bon, mon cher Patrick, à très bientôt. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous. Merci de m'avoir eu, Franck. C'était un grand plaisir. Et pour tous ceux qui veulent venir sur Miami,
ils sauront où me trouver. Eh bien voilà, Patrick Thomas, et je crois que ton Insta, c'est Thomas Tennis. Thomas Tennis, absolument. Super. Merci À très, infiniment. à très vite. Merci, merci Patrick. À Ciao. bientôt. Bye bye. Ciao, Ciao. ciao. Merci à tous.